il pensait privatiser il y a 3 4 ans en arrière avec l'ancienne directrice qui était un espèce de vautour, enfin une espèce de monstre. Elle était économiste, elle, donc elle pensait, elle arrivait, mettre une économiste à la tête d'un hôpital, je trouve que c'est la dernière des choses à faire. Donc elle avait que, le seul raisonnement qu'elle avait, c'était économique. C'était pas, pour elle, son premier souci, c'était de combien ça coûte, ou bien, tu vois. Je pense que quand elle croisait un soignant dans les couloirs, même si on la voyait jamais, quand elle avait l'occasion de croiser même quelqu'un, soit quelqu'un, un soignant, elle croisait pas un soignant, elle croisait un salaire, quoi. Elle croisait quelqu'un qui lui coûte. Alors, je suis infirmier en soins généraux. J'ai obtenu mon diplôme à l'école de Fribourg en 1990, après 3 ans d'études. Et là, donc, je travaille actuellement à l'HFR, donc à l'hôpital fribourgeois, le site de Fribourg, depuis mon diplôme, en fait. Donc, voilà, ben, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je travaille dans les soins. C'est le fait de travailler avec et pour des gens. Enfin, je pense qu'effectivement, pour faire ce métier, il faut aimer les gens, ouais, il faut aimer les gens, il faut aimer leur apporter aussi du bien, du réconfort, des soins. Et je pense que j'avais ça en moi, d'une manière, quelque chose comme ça qui sommeille en moi, qui fait que je pense qu'aussi il y a fait l'effet concret aussi d'une profession. Comme je disais tout à l'heure, je suis un homme de terrain, donc je pense qu'il y a aussi l'effet de se dire, juste après une journée de travail, on sait ce qu'on a fait, on a une reconnaissance assez directe. Même si je dis toujours, enfin, je m'occupe des élèves aussi, entre autres, l'unité où je travaille. Je dis toujours aux élèves, on ne travaille pas pour la reconnaissance, mais quand on en a, c'est que du bonus. Il y a exactement une année en arrière, la praticienne formatrice de notre unité, il y en a en général, en tout cas une par unité de soins, elle a pris sa retraite et puis, alors il y a une mise au concours de ce poste. Puis moi, j'ai toujours aimé m'occuper des élèves. Je pense que ça fait partie, entre autres, de notre cahier des charges, mais j'ai toujours de plus en plus aimé transmettre mes connaissances, mon expérience, mon savoir. Et je trouve que le travail avec l'élève, c'est un travail dans les deux sens. C'est-à-dire qu'eux arrivent avec des nouvelles théories, des nouvelles connaissances, et puis nous, on a notre expérience et nos connaissances du terrain. Donc, on partage ça et puis on essaye de s'améliorer ensemble. Et puis moi, ce qui m'a amené justement à postuler et à avoir ce poste de praticien formateur dans l'unité où je travaille. Qu'est-ce qu'une bonne infirmière? Je pense que c'est une personne qui est à l'écoute déjà des gens qu'elle soigne. L'écoute est très importante, l'observation aussi. On apprend beaucoup aux élèves, enfin en général on apprend à observer tous les signes verbaux ou non verbaux que la personne nous donne, ou nous donne pas, justement, nous donne pas, donc on doit des fois aussi un petit peu aller gratter. Donc l'observation, l'écoute, on va dire, je pense que ça fait aussi partie de la profession. Il y a l'empathie aussi. L'empathie, c'est entre autres se mettre à la place de la personne qu'on soigne, c'est comprendre ce qu'elle vit, c'est par l'anamnèse qu'on fait, c'est mieux la comprendre, c'est comprendre son parcours de vie, pourquoi elle est arrivée là, et puis je crois qu'il faut aimer les gens.
Donc, la reconnaissance est assez directe de la part des gens qu'on soigne, des collègues avec qui on travaille. Il y a cet effet-là, je pense c'est un élément non négligeable parce qu'il y a un retour direct en fait du travail qu'on fait, qui n'est pas le cas de toutes les professions. Il y a des gens qui travaillent comme ça, qui n'ont pas vraiment de retour direct ou même malheureusement indirect. Puis je crois que c'est le fait de vouloir faire du bien autour de soi et apporter du bien, du réconfort aux gens. Je pense, je vois la profession d'infirmier, infirmière comme ça. Alors, ça, effectivement, ça, c'est une autre forme de reconnaissance, je dirais la reconnaissance plus politique, étatique. Je pense qu'il est dû, entre autres, à l'historique de l'infirmière qui, il y a encore, on va dire, quelques décennies, ben, c'était très souvent des sœurs religieuses, donc qui la plupart du temps, faisaient du bénévolat. Et petit à petit, au cours des années, je sais pas, c'est difficile. Je connais pas exactement l'historique, mais disons que au cours peut-être des années 60-70, cette vocation, ce semi-bénévolat s'est transformé petit à petit en une profession. Mais cette profession, en plus, à majorité féminine, a eu de la peine à se faire reconnaître justement comme en tant que telle, en tant que profession rémunérée, salariée. Et je pense qu'on traîne encore un peu cette réputation de vocation, de bénévolat encore à l'heure actuelle. Je pense que c'est un peu resté ancré encore un peu dans l'ADN populaire de penser que l'infirmière, c'est en train d'évoluer. Les générations qui arrivent maintenant, enfin, je veux dire, ça change, la mentalité change, mais on sait qu'il faut beaucoup de temps pour changer une mentalité, changer des préjugés aussi sur une profession ou sur quoi que ce soit. On est en train de travailler beaucoup à ça. Il y a des associations professionnelles. En Suisse, on a l'ASI. Il y a aussi le fait que malgré tout, que la profession aussi se soit petit à petit masculinisée, c'est-à-dire que peut-être que les hommes aussi ont apporté plus de revendications aussi, malgré tout, malgré que ce soit aussi des femmes qui le font. Hein, je ne veux pas dire que c'est que grâce aux hommes, mais peut-être que le fait que des hommes se soient intéressés à cette profession de plus en plus fait qu'on a un peu plus de poids actuellement. Et la reconnaissance, moi j'espère, hein, j'espère que ça va arriver assez vite. Là, peut-être que la crise Covid a mis la lumière encore plus sur cette profession qui on s'en est rendu compte, est indispensable. Parce que on regarde dans un hôpital ne peut pas fonctionner sans une infirmière, un infirmier. Un médecin, tout le corps médical a besoin des infirmiers et infirmières pour travailler ensemble. Et sans cette profession, ben, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de possibilité de soigner les gens. Donc, on s'est rendu compte, mais il a fallu, malheureusement ou heureusement, à voir, hein, il a fallu que cette crise sanitaire révèle vraiment la nécessité indispensable de cette profession. Il y avait justement une infirmière qui disait, quand j'ai voulu me lancer dans ce métier, on m'a dit, mais tu vas t'ennuyer parce que les infirmiers, ils font que les toilettes. Alors, je pense que la personne qui lui a dit ça, elle ne connaissait pas vraiment bien le domaine, parce que le fait d'obtenir un diplôme d'infirmière, d'infirmier, bon, là actuellement maintenant c'est une HES, permet d'ouvrir des champs très 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 larges, dans le sens qu'on peut travailler dans beaucoup de domaines, mais des domaines très 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 variables. Ça va, pour donner deux exemples, tu peux te retrouver infirmière ou infirmière d'usine par exemple. Quand une grosse boîte va avoir un service médical dans sa boîte, une infirmerie, la personne, l'employé, va travailler comme pour maintenir, disons, pour promulguer la santé dans l'entreprise, pour soigner les gens qui en ont besoin.
Alors, les petits, on ne va pas dire les petits bobos, parce que sinon les plus gros, ça serait chez un médecin traitant ou à l'hôpital. Donc, elle va avoir une fonction assez polyvalente, tout ça dans une entreprise. Donc ça, c'est par exemple un des exemples. Après, il y a un autre exemple, toujours hors de l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de domaines où l'infirmier ou l'infirmier peut travailler hors de l'hôpital. Je prends un autre exemple, ça peut être par exemple une infirmière ou infirmière scolaire, où là, c'est une personne qui va se déplacer dans les classes. Après, c'est clair que le plus grand le plus grand morceau, disons, pour une infirmière ou infirmière, c'est de travailler comme dans les soins, dans les hôpitaux. Donc, c'est un champ très large de possibilités de travailler. Donc, la personne qui a renseigné qu'on ferait que des toilettes, c'est faux. Moi, actuellement, là, je travaille dans un service d'ambulatoire, donc ce qui s'appelle officiellement hôpital de jour. Donc, on traite tous les patients en ambulatoire pour des petites opérations, des examens, des traitements intraveineux. Ça fait 12 ans que je travaille dans cette unité et ça fait 12 ans que je n'ai pas fait une toilette. Donc, voilà, donc je pense que cette personne était mal renseignée. Je suis désolé, mais je déteste ce mot de vocation. Enfin, je déteste. Non, c'est pas que je le déteste, c'est que j'essaie de le combattre. Justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la vocation, c'était les sœurs religieuses qui l'avaient. C'est-à-dire, vocation, ça veut dire se vouer à. Puis les sœurs religieuses se vouaient à l'hôpital, se vouaient aux médecins. Elles étaient présentes H24. Donc, le terme vocation, on essaye, enfin, de manière générale, de l'écarter un peu parce que à ce moment-là, tout le monde a une vocation. Moi, je pense, comme je viens de le dire, la personne qui passe 8 heures de temps devant un ordinateur, qui le fait peut-être très bien, a aussi, c'est une sorte de vocation aussi. Donc, soit on parle de chaque profession est une vocation, soit parce que c'est un terme justement qui perdure un petit peu. Les infirmières, infirmières, vous avez la vocation, on entend souvent. Et je pense le fait que si on arrive aussi à petit à petit enlever ça de la tête des gens, que c'est pas une vocation, mais c'est une profession avant tout. Il faut du temps pour expliquer cette profession qui est devenue complexe. La profession d'infirmière d'infirmier ne ressemble plus du tout à celle des années 70, 80. On a beaucoup plus de responsabilités. Maintenant, on parle même de diagnostic infirmier. C'est une profession qui a beaucoup évolué. On n'est pas des médecins, c'est clair, on fait bien la part des choses, mais on a une part d'indépendance, de rôle, ce qu'on appelle le rôle infirmier, qui est de plus en plus importante. On a une indépendance quand même dans les soins, dans la connaissance, parce qu'on travaille la plupart du temps directement avec des médecins, sous leurs ordres ou avec eux, mais on a de plus en plus d'autonomie. Donc, il faut que cette autonomie aussi soit reconnue d'abord en tant que telle, en tant que profession, et après que ça suive un niveau salarial. Je pense qu'une profession doit être reconnue aussi par son salaire. C'est important, c'est une importance. C'est pas seulement l'aspect financier, mais c'est pour dire, oui, vous méritez ça. Vous méritez ce salaire-là parce que vous avez un certain nombre de responsabilités. Vous avez un exemple, par exemple, c'est la rémunération des heures de nuit qui est totalement insuffisante. Une personne qui fait 3, 4, 5 nuits à la suite, c'est par rapport à l'industrie, par rapport au privé, je dirais, la rémunération, dans certaines entreprises privées, le salaire peut aller jusqu'à 150%, ça peut être augmenté de 50%. Dans un hôpital, c'est des miettes. Donc voilà, cette reconnaissance aussi de travail de nuit, j'en ai fait des nuits, je sais ce que c'est, j'en ai fait 5 à la suite. Cette pénibilité doit être reconnue, doit être reconnue par une rémunération horaire, une tarification plus haute, parce qu'on y laisse une partie de sa santé. En faisant des nuits pendant plusieurs années, la personne, elle va y laisser une partie de sa santé. Au bout d'un moment, ça laisse des traces. Je conseille à personne de le faire pendant trop longtemps. Enfin, j'espère que ça va faire évoluer un peu plus vite cette profession, qu'elle soit reconnue. Par exemple, là, nous, dans le canton de Fribourg, notre revendication, en tout cas au niveau salarial, parce qu'une reconnaissance, ça passe pas seulement par des applaudissements les soirs d'été à 9h, chose qui était très bien, mais c'est pas suffisant pour reconnaître vraiment une profession.
Nous, notre revendication, donc, comme je dis, salariale, entre autres, c'est aussi, ça passe par là, c'est qu'on soit classé comme les enseignants d'école primaire dans le canton de Fribourg. C'est notre revendication. Parce qu'il y a des évaluations qui ont été faites, entre autres, dans le canton de Fribourg. J'imagine que ça s'est fait dans d'autres cantons aussi. Mais il y a quelques années, cette évaluation se nommait EvalFri, donc Évaluation fribourgeoise des professions. Et cette EvalFri a montré justement qu'au niveau des compétences, au niveau de la formation, on était équivalent à des enseignants primaires. Mais justement, c'est resté en théorie, et cette classe qui manque, on la revendique. Et là, maintenant, même par rapport à la crise sanitaire, il y a aussi des soignants des urgences et des soins intensifs qui ont demandé d'être classés aussi encore plus haut, dans le sens qu'on s'est rendu compte, enfin la population et tout le monde s'est rendu compte que sans ces gens-là, sans ces infirmières et infirmiers, ben, il y aurait beaucoup plus de morts, la crise sanitaire aurait été une catastrophe encore plus grande, quoi. On ne se plaint pas que c'est difficile parce qu'on le sait durant la formation, les différents stages qu'on fait, on se rend compte sur le terrain que ça peut être, qu'il peut y avoir des situations difficiles. Maintenant, il y a une chose qui se passe dans les hôpitaux depuis quelques années. Ben, si je me souviens bien, je crois que c'est en 2012 que la population suisse a accepté la tarification, donc ça s'appelle les DRG, donc c'est les assurances maladies qui ont réussi à nous mettre ça dans un paquet de votation, que la facturation des soins se fasse par acte. Par exemple, je donne un exemple. Avant 2012, un hôpital qui soignait, par exemple, une personne atteinte d'une appendicite, par exemple, facturait les soins effectifs de cette appendicite, de l'opération, tous les journées d'hospitalisation, donc une facture qui pouvait varier. Tandis que depuis 2012, il s'est passé ceci, c'est que les assurances maladies, en négociation avec les hôpitaux, ils disent, bon, ben nous, pour une appendicectomie, on vous donne tant, débrouillez-vous. Donc, par ce fait, les hôpitaux ont dû commencer à aussi imaginer des stratégies pour économiser. Moi, je le vois à Fribourg, entre autres, et je pense que tous les hôpitaux sont au même régime. Les hôpitaux ont dû commencer à imaginer des stratégies pour moins dépenser d'argent, pour essayer de faire le moins de déficit possible. On ne parle pas de bénéfices encore parce que c'est difficilement possible dans un hôpital. D'ailleurs, ce n'est pas la vocation d'un hôpital de faire du bénéfice, mais de faire le moins de déficit possible à cause de ces tarifications. Parce que les budgets ont changé, la facturation des soins a changé. Donc, il y a eu, entre autres, une baisse des effectifs, entre autres infirmiers, qui fait que là, la profession est devenue plus difficile, plus astreignante, parce que les effectifs ont été réduits, ont été calculés d'une manière très basse. Et là, le problème, c'est que dans des périodes où il y a beaucoup de travail, certaines unités de soins, certains domaines infirmières sont débordés. Et ce qui amène à un dégoût, en tout cas une fatigue assez récurrente de la part des soignants. Entre autres, aussi pas mal de gens qui quittent la profession à cause de ça, parce que c'est par rapport à l'idée de base qui se faisait de cette profession, ça ressemble plus du tout à ce qu'ils avaient peut-être vécu au début de leur travail ou à ce qu'ils avaient imaginé en tant que soignants. C'est pas possible. Donc, il y a des sous-effectifs, et puis qui fait que en même temps, on forme maintenant de plus en plus de gens en Suisse c'est même pas pour renforcer les équipes, mais c'est pour remplacer tous ces gens qui arrêtent la profession franchement, évidemment, par fatigue, par un certain dégoût de l'image de cette profession qu'elle s'était faite. Puis après, on sait qu'en Suisse aussi, sans l'apport de personnel infirmier étranger, les hôpitaux ne tourneraient pas. Les effectifs les pourcentages dans certains hôpitaux, notamment les cantons
les cantons voisins de la France et autres, ça peut atteindre 30 à 40% des effectifs d'une équipe. Le personnel frontalier ou même le personnel étranger qui sont venus s'établir en Suisse. Donc, c'est une situation un peu précaire. C'est un choix politique, mais tant que je pense qu'on n'est pas un pays dans lequel les gens descendent facilement dans la rue, puis tant que c'est des revendications assez calmes ou des tentatives de négociation, des choses comme ça, ben, ils se disent, bon, ben, pour le moment, ça va, on n'a pas le couteau sous la gorge. Donc, on revendique les choses, à mon avis, de manière beaucoup trop calme. Mais c'est vrai qu'après, on compte qu'on a quand même aussi un système de médecine qui est très performant, avec des études de médecine ou autres d'écoles d'infirmières qui sont de qualité. Mais il ne faut pas se leurrer, on fonctionne quand même aussi, on a quand même une médecine aussi quand même à deux vitesses. Où, voilà, si on a de l'argent, on peut se payer des assurances privées, on peut se payer les meilleurs médecins, les cliniques privées. Voilà, ça c'est, faut pas se leurrer. On peut parler de conseillers d'État ou autres quand ils vont être hospitalisés. On va leur dérouler un peu le tapis rouge, si tu vois ce que je veux dire. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière. J'ai travaillé dans une unité de médecine interne où on a dû déplacer des gens dans une chambre parce qu'il y avait la mère d'un conseiller d'État qui avait dû être hospitalisé, qui n'avait pas de chambre privée. Donc, on a dû déplacer des gens pour que sa maman puisse avoir une chambre privée, alors qu'elle n'avait même pas d'assurance privée. Donc, voilà, les gens du gouvernement, c'est aussi un peu ça. Donc, eux, c'est clair que quand ils ont besoin de soins, ils vont avoir les meilleurs soins, les meilleurs médecins, et tout ce qui va avec. Donc, eux, même si un jour ils sont hospitalisés, ils ne vont pas se rendre compte de ça parce qu'on va... En plus, justement, l'hôpital va tout faire pour leur montrer que ça va bien et puis que les soins sont de qualité optimale, quoi. Je dois dire que dernièrement, l'année passée, pendant la crise sanitaire, il y a eu des moments où c'est devenu très fort parce qu'on a dans l'unité où je travaille, on a une période de travail. Alors nous, pour t'expliquer, on a fait un petit peu le contraire des soins intensifs dans notre unité. Pendant la première vague, l'unité où je travaille, nous, on reçoit des gens qui sont opérés en ce qu'on appelle en électif, c'est-à-dire qu'ils sont convoqués, il y a très rarement quelque chose en urgence, donc c'est des examens, c'est des traitements intraveineux. Donc, toutes ces opérations dites électives, opérations examens, ont été la plupart annulées ou reportées. Donc, nous, pendant de mars à mai, on a une période plutôt de travail calme. En même temps, on avait un volume de travail plus ou moins équitable parce que pas mal de gens, de personnel de notre unité sont allés travailler ailleurs, sont allés aider. Donc, moins de personnel, moins de travail, donc c'était un peu au niveau c'était assez proportionnel. Quand la première vague s'est terminée, donc c'est-à-dire fin mai, début juin, là, l'hôpital a voulu, comme tous les hôpitaux, a voulu rattraper le temps perdu, c'est-à-dire que on a augmenté la capacité de lits. On a reçu, donc au lieu de, je te donne un exemple, on travaille nous dans deux unités. Dans une unité, on a 8 lits à disposition. Donc, avant, dans un fonctionnement normal, on recevait 8 patients. Alors, ça peut être quelques heures, c'est pas spécialement toute la journée. Une personne qui se fait opérer une petite opération qui dure 1 heure de temps, elle ne va pas passer toute sa journée. Mais en gros, on avait 8 lits, 8 patients. Et pendant cette période, depuis juin jusqu'à le début de la deuxième vague, on a eu des taux d'occupation de jusqu'à 15 à 16 patients par jour. Donc, ça a été de la folie. Et au niveau du personnel, il y a déjà 2-3 personnes dans notre unité qui ont craqué et tout. Donc, on a eu des aides, mais qui n'ont pas été suffisantes. Et pour nous, c'était juste l'horreur. On a vraiment, on a travaillé, je dirais, autant intensément que des gens en soins intensifs, en termes de volume de travail, en termes de stress, donc là, je dois dire que j'ai eu des moments où je me suis occupé. Donc, par rapport à ta question, oui, pendant des périodes comme ça, là, j'avais plus l'impression de soigner, j'avais plus l'impression de faire ma profession et j'étais pas le seul, bien sûr, mais puisque tu me poses la question à moi, ça m'est arrivé, j'y ai pensé. Mais
il faut des périodes, malheureusement, il faut que ce soit dans des périodes comme ça pour qu'on ait ce genre de pensée, quoi. Et l'année 2020 a révélé justement pas mal de choses. Il y a pas mal de stratégies. Par exemple, un exemple que je donne, entre autres à l'hôpital, c'est qu'avant, on avait un service du personnel. Je ne fais pas de la mauvaise nostalgie, disons, mais ça s'appelait service du personnel, qui était ouvert, enfin pas 7 jours sur 7, mais 5 jours sur 5. On pouvait aller se présenter quand on voulait. On peut avoir un entretien presque sur le moment, sur place, où il fallait attendre peut-être une demi-heure ou revenir l'après-midi. Et depuis que c'est les ressources humaines, déjà, rien que pour les atteindre, c'est un peu comme quand tu téléphones à Swisscom ou bien à une assurance, il faut attendre 10 minutes avec la petite musique, le petit violon. Et c'est ouvert plus que 2 demi-jours par semaine. Donc, on a l'impression que ils sont dans leur tour d'ivoire, là. Et c'est depuis que ça s'appelle les ressources humaines que, tu vois, c'est ce management, ça, où on appelle enfin, on donne des noms, tu vois, des noms savants, enfin, des noms, tu vois, rassurants, ressources humaines. Mais en fait, je pense qu'il ferait mieux de rappeler ça ressources inhumaines, quoi, tu vois, carrément. Et ça, c'est dans plusieurs domaines, tu vois, entre autres de l'hôpital, qui est en train de se gérer comme des entreprises privées, quoi. Où c'est des business partners, voilà, même les termes, je dis, même les termes utilisés dans certaines professions dans l'hôpital sont clairement empruntés au privé, quoi. Il y a entre autres une pression. Ben, là, le truc, c'est que un hôpital maintenant, enfin, nous, on l'a vécu à Fribourg. Ils pensaient, nous, enfin, on parlait enfin, de la profession d'infirmière avant. Ils pensaient privatiser il y a 3-4 ans en arrière avec l'ancienne directrice qui était un espèce de vautour, enfin une espèce de monstre. Elle était économiste, donc elle pensait, elle arrivait, mettre une économiste à la tête d'un hôpital, je trouve que c'est la dernière des choses à faire. Donc elle avait le seul raisonnement qu'elle avait, c'était économique. C'était pas, pour elle, son premier souci, c'était de combien ça coûte, ou bien, tu vois. Je pense que quand elle croisait un soignant dans les couloirs, même si on la voyait jamais, quand elle avait l'occasion de croiser même quelqu'un, soit quelqu'un, un soignant, elle croisait pas un soignant, elle croisait un salaire, quoi. Elle croisait quelqu'un qui lui coûte. Donc, elle a même imaginé, bon, ça n'a pas duré heureusement très longtemps, ça a été quand même une menace qui a plané quand même pendant en tout cas 2 ans, mais je te parle de ça il y a 3-4 ans en arrière. Ils ont voulu privatiser le personnel de l'hôpital, entre autres le personnel soignant. Ils ont voulu, donc ça voulait dire de nous licencier et de nous réengager sous contrat privé. Donc dans un hôpital de service public. Donc tu vois, on est dans cette démarche business. Ça voulait dire que si on te licencie puis on te réengage en privé, on te réengage avec des salaires plus bas. On peut te licencier quand on veut. Enfin, tu vois, oui, on a plus on fait plus partie de la fonction publique. Donc on est plus facilement injectable et tout. Je dis heureusement, mais heureusement que c'est passé aux oubliettes, mais c'est quelque chose c'était pas une rumeur, hein, c'était vraiment quelque chose qui était prêt à être réalisé. Ils sont revenus en arrière parce que, bon, de la part, alors là, du personnel de l'hôpital ou autre, là, il y a eu quand même des manifestations, on est descendu dans la rue, tout là, il y a eu quand même. Non, non, là, il y a eu des réactions quand même assez fortes. Entre autres, justement, le SSP, dont je te parlais, des services du syndicat public, a réagi très fortement et tout. Non, il y a eu une réaction très, très forte. On est dans cet état d'esprit, dans cette mentalité, justement, business néolibérale, quoi. Il faut que, je pense que, je dis, si l'hôpital pourrait être bénéficiaire, il serait content. Alors que
dans l'histoire, en tout cas moi ce que je connais, c'est l'histoire de l'hôpital de Fribourg, il y a toujours eu du déficit et qui a toujours été épongé par l'État de Fribourg. C'est pas des déficits qui sont énormes. On parle pour un État de Fribourg qui a des budgets de 1,5 milliard, des trucs comme ça, on parle de 10 à 15 millions de déficit par année. Donc c'est pas des sommes colossales, quoi. Justement, on a voulu privatiser, puis enfin, l'État a voulu petit à petit, l'État à Fribourg, on a une majorité de droite justement au gouvernement, a voulu se désolidariser de l'hôpital. Vachement en privatisant son personnel et puis en coupant les subventions étatiques aussi. Donc ça aurait été, si la logique avait été respectée, si leur logique aurait été respectée, on aurait plus, ça aurait plus vraiment été un hôpital public. Tu vois, c'est pratiquement plus du domaine du service public. L'hôpital, en tout cas au niveau public, et ça c'est une notion très importante justement qui est en train de se faire beaucoup de défendre, entre autres par le syndicat du service public du canton de Fribourg, qui défend le service public, parce que je pense que c'est les soins, l'accès aux soins, comme je viens de dire, l'accès aux soins, l'enseignement et la sécurité. Donc puisqu'enseignement, voilà, la sécurité, tout ce qui est police, c'est un service public que l'État doit garantir. Et je pense que si un de ces trois piliers vacille un peu, notamment les soins, ça peut devenir dangereux. Donc, effectivement, les soins sont de bonne qualité, mais c'est dû à aussi quand même à la bonne volonté, au bon vouloir des soignants qui sont prêts à... Parce que justement, je crois qu'on a ça dans l'âme, même si on est sous le... Je ne vais pas dire sous l'eau, mais si on a beaucoup de travail et tout, on soigne des gens et puis on ne peut pas abandonner ces gens, c'est pas dans notre nature. Donc on va tout faire pour que ces gens aient des soins, une qualité de soins optimale. Le fait de faire des heures supplémentaires, tout ça, le fait de travailler des nuits, des week-ends, je pense que ça va être secondaire. C'est peut-être justement parce que vous êtes trop gentil. Ouais. Je pense que peut-être une partie des politiques mise là-dessus, effectivement.